illustrer ça et pour voir que la République tchèque était un peu décalée par rapport au reste. Là, vous avez la courbe de 99 à 2004, selon Eurobaromètre. Vous voyez que la courbe tchèque de ceux qui pensent que l'appartenance à l'Union européenne sera une bonne chose pour leur pays, c'est la courbe verte qui baisse, alors que la moyenne des 10 États candidats qui négociaient pour 2004 a plutôt tendance, au moins jusqu'au printemps 2003, à augmenter. Et en printemps 2003, les Tchèques sont à 46% à penser que c'est une bonne chose pour eux d'adhérer à l'Union européenne, alors que la moyenne des États candidats, elle est à 58. 12 points d'écart, c'est quand même pas négligeable. Donc on voit bien que le discours, et c'est exactement à ce moment-là, entre 1999 et 2003, que Václav Klaus et l'EDS forgent leur discours et commencent à prendre la position illustrée par cette magnifique image jaune de notre beau pays entouré par des ennemis extrêmement dangereux. Y compris les Slovaques, hein, c'est pas très sympa, on aurait pu mettre un peu de gris quand même. Non, ben, c'est noir de tous les côtés, pas de chance. Alors, cette étape-là, elle se termine quand même par un désaveu. Et même Václav Klaus n'a pas osé dire ouvertement qu'il fallait voter non. C'est ça la grosse faiblesse de Klaus, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc il y a un référendum qui a plutôt coupé le discours net avec un résultat plutôt plus que favorable. Et on rentre dans une troisième phase que j'appellerais, alors je suis désolé en français, je souffre de manque du mot membership, il n'y a pas vraiment, enfin appartenance, ça passe pas vraiment. Bref, ce que j'appellerais le membership tranquille. On est devenu État membre. Ça va, pas trop mal, on râle pas trop, on n'est pas très enthousiaste non plus. Alors là, une petite illustration, je trouve absolument fabuleuse de l'état d'esprit tchèque. Si vous regardez ceux qui pensent que c'est une mauvaise chose, on est à peu près dans la moyenne de 27, on est même en dessous, c'est-à-dire la moyenne de 27 c'est 18%, la moyenne tchèque c'est 16%. Par contre, 51% des Tchèques pensent que c'est ni bon ni mauvais. Nous sommes plus normands que bretons, et effectivement, je pense que ça correspond bien à ce que j'appellerais cette période de membership tranquille, où ça va bien, la croissance est plutôt élevée, l'Union européenne se porte plutôt bien. Heureusement qu'il y a la petite musique de Klaus sur le traité de Lisbonne qui fait qu'on n'oublie pas qu'il y a des eurosceptiques en République tchèque, mais globalement ça va bien. Et quatrième étape, et nous sommes plein dedans, face à la crise, la Schadenfreude tchèque, hein, cette espèce d'être réjoui qu'il y a des choses méchantes qui arrivent à d'autres, le doute, et effectivement les chiffres sombres, c'est-à-dire on se retrouve effectivement avec une baisse assez spectaculaire du soutien à l'Union européenne, l'idée d'adhérer à l'euro qui était relativement, malgré le pionnage de Klaus qui n'était pas si mal présente, finalement aujourd'hui on est dans des sous-sols. Bref, il y a une espèce de rejet, de méfiance par rapport à l'Union européenne qui est complètement liée aux difficultés actuelles de l'Union européenne. Alors, juste pour montrer qu'il faut quand même relativiser, c'est qu'en même temps, si on regarde par exemple la question de confiance dans l'Union européenne, les Tchèques sont tout à fait dans la moyenne européenne. Le vrai problème, et je vais conclure là-dessus, le vrai problème, il est au niveau de la scène politique. C'est-à-dire, si on regarde les élections européennes 2004 et 2009, on voit bien que les eurosceptiques plus les europhobes, avec toute la nuance qu'il faut apporter, c'est quand même eux qui dominent, avec plus de 60% de voix, alors que les véritables pro-européens affichés comme tels, ils n'arrivent pas à dépasser 40%. Alors après, si on analyse un peu plus en détail, on voit des choses quand même plutôt encourageantes, mais toujours est-il que, et je vais m'arrêter là, nous avons un pays qui, qui effectivement a une population finalement qui ne sort pas tellement des standards européens, mais une classe politique beaucoup plus radicalisée sur la question européenne, et du coup beaucoup plus proche des positions au niveau européen qu'on peut voir avec M. Cameron et d'autres, que ce qui est, on va dire, le mainstream européen. Ma conclusion est en 3 points. 1. La question qu'à mon avis il faut se poser, est-ce que cette espèce de greffe de cet euroscepticisme britannique dans l'Europe centrale, qui à mon avis est un peu une absurdité, est-ce qu'elle va prendre au-delà du départ de Václav Klaus? Grand débat. 1. Le gros problème aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de discours positif sur ce que devrait être une politique européenne de la République tchèque. Il y a un vide intersidéral sur ces questions-là, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de programme. Et puis la République tchèque risque quand même d'être assez rapidement confrontée à des dilemmes très compliqués. Tout scénario basé sur une logique d'intégration différenciée va poser la République tchèque devant un dilemme extrêmement difficile, et vu la division profonde de la société, il sera extrêmement difficile pour la République tchèque d'apporter une réponse claire à ces questions-là. Il faut juste espérer que ces dilemmes-là ne vont pas se poser à nous, mais j'ai quelques doutes là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention.
le temps presse, donc on ne va pas perdre de temps. Par contre, M. Gabriel voulait réagir, si j'ai bien vu. Oui, parce que sur la spécificité tchèque, il faut bien voir qu'avec la crise, en Europe centrale, il y a également eu une montée de l'euroscepticisme. Si vous regardez les jumeaux Kaczynski en Pologne, si vous regardez Orban en Hongrie, vous constatez que l'euroscepticisme, ou le fait que Bruxelles, la critique de Bruxelles devient en quelque sorte un espèce de paratonnerre, ou l'expression de la frustration vis-à-vis de la crise, c'est pas peut-être uniquement tchèque. Sur le fond de ce que vous avez dit, moi je suis un petit peu partagé, parce que je pense que l'influence, vous l'avez dit, mais je crois que l'influence de Klaus a été absolument décisive face à une classe politique qui n'a pas véritablement réagi en dehors de quelques individus. Moi, j'étais toujours frappé dans les discussions que j'avais avec Abel. Abel parlait de la société civile. Mais c'était très flou, ce n'était pas des structures politiques. Il revivait un petit peu la dissidence. Face à cette approche, il y avait la conception de l'organisation politique de Klaus, qui est une organisation du pouvoir. Moi, je ne pense pas que Klaus ait été un libéral à la Thatcher. Thatcher était beaucoup plus pragmatique et moins théologique que Klaus. Klaus pouvait être pragmatique, mais par exemple, je ne pense pas que Klaus était un très grand libéral au début. Regardez les privatisations. Ça a été une répartition des biens nationaux entre des clans. Pourquoi pas? Ça n'a pas, si vous voulez, c'était un système économique qui était vraiment très contrôlé. Moi, je me souviens que quand la Chess, qui était quand même une des grosses entreprises tchèques d'électricité, président du conseil, c'était Madame Klausova. Je veux dire, en Grande-Bretagne, ça n'aurait pas été possible. Donc, si vous voulez, il y avait un côté petits arrangements. Donc, je ne parle pas de la corruption. Donc, je pense pas que Klaus a été un phénomène spécifique qui a duré parce qu'il n'y avait pas véritablement d'autres contrepoids. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans la dernière élection présidentielle, Schwarzenberg, qui aurait pu être élu, mais alors que c'est quand même pas un tchèque typique, prince allemand, autrichien, suisse, et en même temps face à une campagne électorale qui dénonçait comme allemand. Et celui qui a été élu, le nouveau président tchèque, n'est ni eurosceptique ni pro-européen. Il est pour le moment, on l'attend un petit peu à Bruxelles de voir quelles sont ses orientations. Dans l'ODS, parti de Klaus, il y avait quand même beaucoup de pro-européens. Donc, si vous voulez, moi je pense que la République tchèque, vous avez bien souligné le traumatisme historique, la spécificité tchèque, enfin je veux dire, les Polonais ont la même spécificité historique, on croit que il y a eu un phénomène de Klaus. Je pense qu'aujourd'hui, si Klaus sort de la vie politique tchèque et de la vie internationale tchèque, il va faire des conférences, etc. Et donc, il y a un vrai choix de la société, tchèque. Alors, est-ce qu'il y aura un débat? Alors, c'est là où ce que vous avez dit, est-ce qu'il y aura un vrai débat sur les orientations ou pas? Mais je pense que du point de vue des partenaires de la République tchèque au sein de l'Europe, nous attendons avec vraiment beaucoup d'intérêt les nouvelles orientations. Et c'est
changé profondément. Je me le permets. Merci, Monsieur Daboville. Donc, vous avez entendu trois interventions intéressantes et nous espérons qu'elles susciteront d'autres questions. Nous allons donner la parole au public et s'il vous plaît, quand vous posez la question, présentez-vous et dites s'il vous plaît à qui vous la posez. Et ne posez pas plus d'une question parce que nous allons essayer de donner la parole à tout le monde qui le souhaite. Y a-t-il des questions? Si, là, il y a... J'ai beaucoup de questions, mais je lui ai fait à une, je me suis dit qu'il ne fallait pas aller au-delà d'une question. Je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait que la Slovaquie, c'est vrai, s'en tire beaucoup mieux depuis le début de la crise que la République tchèque. La République tchèque marque le pas, il y a une panne de croissance, alors que la Slovaquie a eu une année de récession et ensuite est repartie beaucoup plus vite, repartie en tout cas à une croissance positive. Je ne pense pas que ce soit le fait d'appartenir à la zone euro qui explique cela. Si vous prenez le cas de la Pologne, que M. Daboville a juste titre cité en disant pays avec lequel il faut compter, la Pologne non plus n'est pas dans la zone euro. Mais la Pologne a eu une stratégie qui a consisté à profiter du fait de ne pas être dans la zone euro. C'est-à-dire la dévaluation du zloty, etc., et une politique tout à fait indépendante. Alors que la République tchèque, qui n'est pas dans la zone euro, qui ne veut pas appartenir à la zone euro, n'en a pas profité et a mené une politique d'austérité ou de sagesse, je crois qu'on dit en France maintenant, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas une politique que l'on craint maintenant d'ailleurs d'avoir des effets déflationnistes. Et c'est vrai, là, la République tchèque est en panne de croissance, et que proportionnellement, et la Pologne et la Slovaquie, en termes de PIB par tête par exemple, se sont rapprochés beaucoup de... voilà, j'en aurai d'autres, mais là... Ah pardon, non, je m'appelle Eliane Mossier, j'ai été conseiller financier pour l'Europe centrale, et d'ailleurs j'ai eu le plaisir d'être conseiller financier de M. Daboville en particulier, en fait, pour un certain nombre de pays d'Europe centrale, et maintenant je suis conseiller pour l'Europe centrale et les Balkans à l'IFRE. D'accord, merci. Nous allons prendre encore deux autres questions. Bonsoir, je m'appelle Claire Barnier, je suis étudiante en master affaires européennes à Sciences Po, actuellement en césure au Royaume-Uni. Et par rapport un peu au débat qu'il y a eu sur le lien entre euroscepticisme, européisme, je ne sais pas, en République tchèque et les conservateurs anglais, je me demandais quelles avaient été les réactions à la mort de Margaret Thatcher, quelles avaient été les citations, les discours politiques. Et la question est notamment pour qui? Je pense que je serais assez intéressée par plusieurs points de vue si plusieurs personnes veulent bien répondre. On va comprendre. Peut-être encore une question. Je voudrais juste rappeler que quand on parle de Maggie Thatcher, elle a été sauvée par l'affaire des Falklands qui a prolongé sa vie politique, parce que ça a été un énorme succès national, à un moment où elle commençait à avoir beaucoup de difficultés, y compris à l'intérieur de son parti. Deuxièmement, qui a été le véritable héritier de Mme Thatcher? Ça a été Tony Blair, qui a poursuivi. Mme Thatcher a créé les conditions qui ont permis à Tony Blair de mener une politique social-démocrate plutôt libérale. Et ça apparaît dans tous les éditoriaux, dans tous les articles actuellement en Grande-Bretagne. Alors, je ne suis pas sûr qu'en République tchèque, on dise la même chose. D'accord. Une troisième question? Alors, on a entendu que la Slovaquie était un très bon joueur d'équipe, c'est très bien.
Moi, je voulais tout simplement poser une question à Harry Zénik concernant sa place. Donc, si en 2016, elle va prendre le leadership de l'Europe, est-ce qu'à votre avis, cela va être à la hauteur de ce défi? Donc, Annie Aristide, étudiante dessus. Qui souhaite commencer? Peut-être on va donner peut-être la parole. Je voudrais peut-être préciser quand même quelque chose, parce qu'on a fait 2 fois référence au rôle des présidences de l'Union européenne. D'abord, on ne les a pas supprimés, mais la présidence semestrielle, elle est devenue extraordinairement formelle. Donc, elle ne joue plus du tout le rôle qu'elle pouvait jouer il y a 10 ans. Donc, la présidence, elle organise un peu les tours de table, mais elle n'a pas un rôle véritablement décisif. Certes, chaque pays qui a la présidence essaye de montrer que sa présidence a apporté, mais dans les faits, regardez le sauvetage de Chypre. Le sauvetage de Chypre, ce n'est même pas le Conseil européen qui l'a fait. C'est un quadrige avec Christine Lagarde, le Fonds monétaire, avec Barroso, avec Van Rompuy et avec Mario Draghi. C'est ça la nouvelle réalité de la gouvernance européenne. Donc, moi, je crois, dans la présidence européenne, vous avez du symbole. On a fait tout à l'heure allusion au début de la présidence tchèque. De quoi se souvient-on de la présidence tchèque? Le fait qu'ils ont fait des caricatures, mis des caricatures de tous les pays européens dans les couloirs de Berlaymont. Tout le monde a trouvé que c'était le l'humour tchèque, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas tellement apprécié à ce moment-là. Alors ça, on a dit, ça c'est vraiment tchèque, ils osent faire ça. Ensuite, le reste, ça va apporter la notion de présidence. D'ailleurs, on voulait la supprimer avec le traité de Lisbonne. Maintenant, il faut bien se dire que ce n'est plus l'élément central de la gouvernance de l'Union. Merci. Qui souhaite? So I will continue in English, I hope you don't mind. So the question of the presidency and Slovakia's presidency, which will be in the second half of 2016, is an interesting one. Certainly the presidency has lost a lot of the value that it used to have, exactly for the reasons already described. The Lisbon Treaty and the emergence of the presidency of the Council, Herman Van Rompuy, that permanent position means that the rotating presidency is less important. So this is true. It's not without importance, and it's still very far off. I mean, it's 3.5 years in the future still, and so it's impossible to say what the priorities will be and what the situation will be. Not least because there is a Slovak election in the first half of 2016, and so it's possible that the people who are in government now may not be the people in government when they have the presidency. Still very early to say. I'm not making predictions on an election that's in 3 years. I will tell you a couple of quick things, and that is, having spoken with Slovak diplomats, they started preparing for their presidency last year. I mean, they started appointing people to start training and going to Brussels, and so they're, I think, going to be, no matter what happens, well prepared. I think that they are taking all the steps necessary as far as that goes. They're also watching certain presidencies especially closely. The current Irish presidency is one that I think they're watching very closely. The Irish have a lot of experience as a small country running the institutions for a period of time, 6 months. And so the Slovak ministry and the government is watching how Ireland is doing now. They watched when Denmark, which is a country of almost the exact same size, had the presidency a year or so ago. And let's not forget that the way the presidency is run now, it's in trios. So it's 3 countries linked together. And Slovakia's will be preceded by the Netherlands and followed by Malta. So, you know, Malta is not much of an issue for Slovakia, but the Netherlands is really important. That they're going to accept the baton from the Netherlands, which is again not a big country. It's a mid-sized country in the EU, but it's one that also has a lot of experience in running the presidency. And so, you know, given the preparations they're doing, given what they're watching, and given who they're going to be inheriting the presidency from, I think that they'll be as well prepared as they can be. But as the Czech experience showed,
lot of this comes down to luck. You know, things out of your control may happen, and all your best plans may be completely laid to waste. Merci. Je vais dire un petit mot là-dessus aussi, parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier qu'une présidence du Conseil, c'est une pyramide. Et le truc un peu absurde avec le traité de Lisbonne, c'est que finalement, tout le gouvernement, toute l'administration de l'État membre qui prend la présidence est impliquée, sauf une personne, le Premier ministre, ou dans le cas français, le président français. Ce qui, effectivement, à mon avis, effectivement, pose un petit problème d'ego, et pas seulement. Et effectivement, vous avez raison, du coup, on a perdu le côté lumière des projecteurs, etc. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le travail technique d'une présidence, et d'ailleurs, c'est pas le nationaliste tchèque qui parle, je pense qu'à peu près tous les observateurs étaient d'accord pour dire que la présidence tchèque était plutôt très bonne sur l'aspect technique. C'est qu'effectivement, les technocrates tchèques sont bons, sont compétents, et ont su faire tourner ce qu'on peut raisonnablement attendre d'un pays de la taille de la République tchèque, alors que c'était un fiasco à peu près complet au niveau politique. Alors évidemment, ce que retient l'histoire, c'est le niveau politique, mais je dirais un conseil que je donnerais, si je peux me permettre, au Slovaque, c'est de ne pas oublier qu'effectivement, vous ne pouvez pas faire aussi mal que les Tchèques politiquement, je pense, même si vous avez beaucoup de malchance. Par contre, techniquement, c'est quand même pas une petite affaire, et gérer le travail du Conseil, du moindre petit groupe de travail au niveau technique jusqu'à la réunion du Conseil, c'est pas forcément facile, surtout s'il y a des gens qui mettent pas beaucoup de bonne volonté autour de vous, etc. Par rapport à Madame Thatcher, alors je dirais qu'il faut pas oublier une chose, c'est que, je parlais pour la République tchèque, moi je ne sais pas comment la Slovaquie a réagi à son décès. En République tchèque, très clairement, vous avez des gens qui n'ont pas grand-chose à faire, vous avez des gens qui apprécient Madame Thatcher, entre autres parce que c'était une eurosceptique assez notoire, même si c'était une eurosceptique réaliste qui a su faire des compromis. Elle n'a pas posé son veto à l'acte unique, elle n'a pas posé son veto à la création de la MONUC, même si c'était déjà John Major, mais très clairement, c'est elle qui a posé les bases. Elle a su à chaque fois éviter le point de rupture, parce qu'il y a la grosse différence avec David Cameron aujourd'hui. Et puis il y a... Cameron n'a pas encore conclu. Je pense que non, obliger les États membres à renoncer en cadre communautaire pour faire un traité intergouvernemental, pour moi c'est un point de rupture que Thatcher a toujours évité. Voilà, mais bon, c'est un vaste débat. Juste un mot pour dire qu'il y a aussi un autre, alors je ne sais pas si c'est un tiers, mais il y a aussi plein de gens en Europe centrale et en République tchèque aussi, qui apprécient Mme Thatcher malgré le fait qu'elle était eurosceptique. Ceci dit, je pense que la personne qui a réellement un statut particulier dans, on va dire, la vision de comment les choses se sont passées dans les années 80 et dans ce qui a permis la chute du communisme, etc. La personne qui est au plus haut du panthéon, c'est quand même Ronald Reagan, et Margaret Thatcher, elle est très largement populaire aussi dans la mesure où elle est considérée comme le partenaire le plus proche et quelque part politiquement précurseur de 2 ans à peu près de Ronald Reagan. Donc effectivement, oui, il y a eu une certaine émotion, maintenant ce n'était pas le grand sujet du moment non plus, je crois qu'il ne faut pas exagérer. J'imagine que M. Klaus effectivement a été très, très déçu, mais je vous rejoins tout à fait, et je n'ai jamais dit le contraire. Václav Klaus est un libéral et un thatchérien dans le discours, mais c'est un champion dans le décalage entre le discours et la réalité. C'est évident. Et le problème avec l'Union européenne, c'est qu'il n'en parle que dans le discours. Il n'a jamais décidé, c'est-à-dire si demain, par je ne sais pas quel miracle de l'histoire, Václav Klaus se retrouvait avec des responsabilités réelles au niveau européen, évidemment que sa pratique serait différente. C'est ce qu'il a démontré pendant toute sa période de Premier ministre. Peut-être si je peux juste une dernière petite remarque. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de Kaczynski, des frères Kaczynski et de Orbán. Je pense que c'est intéressant justement parce que c'est là encore où on retrouve la spécificité tchèque. Désolé, je défends mon bitech. Parce que la période Kaczynski, c'était quand même assez court. Et la réaction politique, la scène politique polonaise était très rapide, alors que justement les forces politiques pro-européennes n'arrivent pas en République tchèque à s'opposer à la fois à Klaus, mais aussi il ne faut pas oublier que les gouvernements amenés par ODS ont une ligne quand même assez eurosceptique avec des positions très concrètes. Et Viktor Orbán, c'est très intéressant parce que je trouve que c'est l'exemple type de quelqu'un qui en fait, dans son discours domestique et dans sa pratique sur son périmètre, est plus loin, je pense, du mainstream européen qu'un Klaus, mais il est extrêmement intelligent dans sa façon de construire sa respectabilité à Bruxelles. C'est quelqu'un qui est vice-président du PPE. C'est quelqu'un qui a toujours cherché à éviter une rupture brutale. Quand la commission le critique, il répond plutôt poliment sur la forme, même si sur le fond,
Voilà. Et ça ne lui empêchera pas, 3 jours plus tard ou 3 heures plus tard, dans un meeting en Hongrie, tenir des propos extrêmement durs. Un peu comme Silvio Berlusconi, c'est un peu ce modèle-là. On cherche à rester respectable entre les gens de bonne compagnie à Bruxelles et à Strasbourg. À la maison, c'est autre chose. La spécificité de l'ODS et les Václav Klaus, c'est qu'ils n'ont jamais cherché ça. C'est-à-dire, ils sont partis du PPE, ils ont tout fait pour convaincre les conservateurs justement de se lancer dans cette aventure. Le 6e point de 2009, où les Tchèques se sont marginalisés en quittant leur principal parti de gouvernement, quittant le PPE, ce qui n'est pas une moindre affaire. Et puis effectivement, toutes les petites danses rituelles autour de Lisbonne, de Klaus, mais aussi du gouvernement tchèque, c'est aussi quelque chose que, par exemple, les Hongrois ont très prudemment évité. Voilà, juste un petit... Comment voyez-vous la politique européenne de la République tchèque maintenant que Klaus gagne de l'argent sur des compétences? Attendez un moment. Une phrase. Je l'ai dit, c'est le vide intersidéral. Le vide appelle toujours pas de chose. Pas en politique. D'accord, nous sommes contents qu'il y ait un vrai débat. Donc on va faire le deuxième tour de questions. Bon, je m'appelle Peter Pravenec, ou Pravenec, comme on dit. Moi, je voudrais attirer votre attention sur un déséquilibre dans les deux discours. M. Zednik, en parlant de la Slovaquie, n'a mentionné aucun nom politique, aucun nom quoi. Julien Secret, alors que vous parlez de la République tchèque et vous ne parlez que de Klaus, en fait. Et en fait, Klaus était président. Le président en République tchèque n'a pas beaucoup de pouvoir. Et c'est lui-même qui s'est beaucoup battu pour diminuer ce pouvoir. Donc, c'était à Václav Havel d'assumer ses responsabilités. Donc, moi, je suis un peu étonné de vous entendre parler sans arrêt de Václav Klaus. Est-ce que la situation est si grave en République tchèque? Une question directe. M. Vacek veut réagir rapidement. Mais je ne me suis pas du tout situé dans un débat grave, pas grave. Je constate que l'influence intellectuelle de Václav Klaus, ce qu'on appelle agenda setting, le fait d'imposer des thèmes, d'imposer une façon de voir, de traiter des sujets politiques, et pour ça, être président de la République en République tchèque, c'est génial. Parce que vous avez très peu de pouvoir, donc très peu de responsabilité. Mais vous avez un magistère de parole, et si vous savez vous en servir, vous bénéficiez du prestige de vos prédécesseurs, vous bénéficiez d'un des plus beaux sièges de président de la République du monde démocratique, et voilà, du haut du château de Prague, vous lâchez des sagesses profondes 3 fois par jour. Et moi je parlais de ça, alors évidemment j'aurais pu parler de plein de choses, j'ai effectivement évité l'économie, etc. Il y aurait des choses très intéressantes à dire sur la comparaison de la République tchécoslovaque, mais j'ai voulu, on m'a demandé de parler de l'attitude de la République tchèque par rapport à l'Union européenne. J'ai traité ce sujet dans, on va dire, surtout sous le plan des idées, des positionnements politiques, et là, le phénomène Klaus, à mon avis, est incontournable. Évidemment, il n'est pas le seul, mais je suis d'accord avec monsieur l'ambassadeur, Václav Havel n'a pas réussi à apporter une empreinte aussi forte, notamment sur la question européenne, que Václav Klaus. Il a réussi à contrer un tout petit peu le discours de Klaus. Et par contre, je l'ai dit aussi, la société tchèque est divisée. C'est-à-dire ceux qui sont des inconditionnels de Václav Klaus sur la question européenne, ils ne sont pas forcément majoritaires. Mais dans l'espace médiatique, dans le discours ambiant, c'est eux qui tiennent le haut du palais. Et n'oublions pas que Klaus, quand même, contrôlait de très près l'ODS. Le parti, parce qu'il était non seulement président au-dessus, venant du château de Prague, etc., mais il était très actif dans le management du parti et de la manière dont les premiers ministres jouaient. Et n'oublions pas qu'en 10 ans, il a complètement renouvelé la banque centrale, enfin comment on appelle ça, le terme, bref, le directoire de la Banque centrale, qui est désormais composé que des gens qui, sur les questions de l'Europe, pensent comme lui. Donc ça, c'est l'obstacle majeur maintenant pour la République tchèque par rapport à l'euro, c'est que la Banque centrale tchèque est profondément contre.
Il a assez largement façonné, alors pas complètement parce qu'à la différence de la Banque centrale, il avait besoin de l'aval du Sénat, donc il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il a quand même assez largement façonné le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle. Donc voilà, c'est pas la reine d'Angleterre, le président tchèque. Monsieur Znik voulait réagir et après deux autres questions. I just want to respond actually to 2 points because we didn't react earlier to